bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler d'entrepreneuriat au féminin et ce soir, je vais recevoir quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je collabore au quotidien et que je suis sûre que vous allez beaucoup apprécier parce qu'elle va vous parler avec beaucoup d'expérience de l'entrepreneuriat au féminin. Elle va vous donner plein d'astuces. C'est la fondatrice de Femmes Libère ton potentiel, également la fondatrice de l'école de business et de leadership ESBL. Ce soir, elle est avec nous pour pouvoir vous transmettre un maximum d'astuces, en tout cas 7 clés pour pouvoir comprendre comment l'entrepreneuriat fonctionne et surtout quelles sont ces 7 clés du succès, les secrets du succès en tant que femme qui entreprend et qui fait du business au quotidien. Bonsoir Aurélie, j'espère que Hello. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Alors, je vous laisse vous connecter tranquillement, mais sûrement, afin de pouvoir vous poser vos questions comme d'habitude. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de ce live. Bien entendu, je vais vous poser beaucoup de questions à Aurélie afin qu'elle puisse répondre à nos interrogations, parce que vous m'avez déjà envoyé pas mal de petites questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je le vois dans le chat, puisque vous trouvez ce soir sur LinkedIn, exclusivement d'ailleurs, de façon à me poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'active le chat que je puisse voir un petit peu vos questions. Alors, donc, première question que je vais te poser, la question qui est la plus simple, c'est tout simplement, présente-toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Raconte un petit peu ton histoire. Comment tu es arrivée aujourd'hui à créer Femmes Libère ton potentiel? Alors, en fait, je m'appelle Aurélie Alama, j'ai 34 ans, j'habite sur la région parisienne et j'ai créé Femmes Libère ton potentiel. En fait, la plateforme a vu le jour en 2017 et elle est devenue une société bien plus tard. Comment j'ai créé Femmes Libère ton potentiel? En fait, j'ai créé ma première société en 2013. Oui, 2013. En fait, j'étais auto-entrepreneur. Et du coup, je me suis rendu compte que nous, les femmes, on était très mal accompagnées et qu'il y avait un souci au niveau de l'accompagnement des femmes entrepreneurs, puisque moi-même, j'étais une femme entrepreneur et je trouvais que l'accompagnement était pas trop au top. Et je trouvais aussi que j'étais seule. En fait, je trouvais pas de club de femmes ou de groupe de femmes ou de plateforme de femmes pour échanger. Je ne trouvais pas non plus de femmes qui pouvaient être un repère pour me driver dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Femmes Libère ton potentiel il y a de cela maintenant 4 ans. Voilà. Effectivement, tu me racontais qu'à l'époque, tu aurais aimé avoir un accompagnement, tu aurais aimé qu'on te donne les clés pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que cette solution, tu l'as créée en fait pour aider ces femmes qui ont besoin justement d'accompagnement, qu'elles évitent de tomber dans les embûches de l'entrepreneur lambda, parce qu'il y a des embûches qui sont que tout le monde fait en fait sans accompagnement. Et c'est vrai que le fait que tu puisses du coup aider ces femmes à leur dire là il y a une embûche, là il y a une embûche, évite cette embûche, évite de perdre du temps, l'argent et l'énergie, c'est vraiment juste énorme. Alors comment fonctionne la plateforme? Explique-nous un petit peu quel est le principe de la plateforme. Tu connais très bien, mais voilà, toi, explique-nous un petit peu quels sont les piliers de cette plateforme et comment tu aides les femmes au quotidien. Alors, comment fonctionne la plateforme? On a accès autour de plusieurs piliers. La motivation. Ensuite, le conseil, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, oui, et le leadership. Le but de la plateforme, c'est vraiment d'accompagner les femmes en 360 et non pas uniquement de façon centrale sur leur business. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des événements, on fait des formations, on fait des masterclass, on fait plein de choses, on fait énormément de choses pour les femmes. Alors, c'est vrai qu'on était plutôt en présentiel, mais maintenant, avec le coronavirus, la Covid, maintenant, on fait plusieurs choses en digital, des formations, des échanges, des temps de live, etc. Effectivement, du coup, la plateforme s'est adaptée. On a organisé d'ailleurs le congrès de l'entrepreneuriat féminin qui va revenir encore une fois cette année, qui est très attendu.
Une fois par an. Oui, voilà, une fois par an. Donc, sans spoiler, hein, cette année, ça va être vraiment extraordinaire. Ça va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte et je pense que les femmes vont vraiment être boostées cette année encore. Mais en tout cas, voilà, plein d'événements, que ce soit digital ou que ce soit en ligne. De toute façon, on va en parler hein, des événements à venir qui vont venir booster les femmes à se former, à se motiver et s'inspirer. Quelle est pour toi, en fait, la base, la première question qu'on doit se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est une femme, potentiellement maman, potentiellement, voilà, on a une vie de famille, qu'on a des proches, on est en reconversion. Parfois, quand on est une femme, on a beaucoup de questions qu'on se pose avant de se lancer. Quelle est pour toi la première question qu'on devrait se poser en tant que femme? Est-ce le bon moment? Je me dirais, est-ce le bon moment? Il y a plusieurs questions, mais celle qui me revient, c'est est-ce le bon moment? Parce que ça peut être une bonne idée, mais pas le bon moment. Et le bon moment, je vais dire la bonne idée au mauvais moment peut revenir à la mauvaise idée, tout simplement. La chose à se dire, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas dans 6 mois? Est-ce que c'est pas dans 1 an, voire 2? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas si simple qu'on nous le montre. C'est vraiment des hauts, des bas, des échecs, des obstacles, des problèmes à résoudre. Tous les matins, quand je me réveille, je sais que je vais devoir résoudre des problèmes. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est résoudre des problèmes au quotidien, vraiment au quotidien. La question, c'est vraiment, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment financièrement, mentalement, psychologiquement, socialement, émotionnellement? Et après, la deuxième question à se poser, c'est suis-je vraiment faite pour ça? C'est vraiment ça. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Parce qu'on a beau dire l'entrepreneuriat, il faut avoir les épaules. Donc, on se demander est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et est-ce que je suis vraiment faite pour ce domaine-là? Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs domaines. Donc, est-ce que c'est le bon domaine? Voilà. Effectivement, pour approfondir un peu cette notion de est-ce que je suis faite pour ça, souvent on a la notion de syndrome de l'imposteur. Alors, on ne parle pas vraiment de ça, on parle plutôt est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu as les compétences pour ça? Est-ce que tu es préparé à l'entrepreneuriat plus que le syndrome de l'imposteur classique qui est de se dire est-ce que je suis faite pour ça? Ça arrive beaucoup, hein, on l'a beaucoup rencontré. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Sur le syndrome de l'imposteur? Ouais, sur le syndrome de l'imposteur, les exemples que tu as pu croiser et voilà, faire ces différences entre syndrome de l'imposteur qui n'a rien à voir avec la vraie capacité et la capacité vraiment d'une femme à gérer une entreprise. En fait, c'est vrai que ce syndrome, il est vraiment très répandu hein, dans la population. Et je crois que ce syndrome arrive quand on a un problème avec son identité. Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, manque de leadership. Et je crois que ce sont toutes ces choses qui font que après on n'arrive pas à s'attribuer la réussite. J'avais une cliente la semaine dernière et j'ai lutté avec elle pour lui faire comprendre que sa réussite était viable et qu'elle était et que cette réussite était liée à elle. Elle se disait non, mais c'est pas que moi, il y a aussi ci, il y a aussi ça. Elle s'attribuait la réussite à tout le monde sauf à elle. Et ce qu'il faut se dire, c'est si je suis là, c'est soit à cause ou soit grâce à moi, quel que soit le point où on est. Donc, il faut commencer par se réapproprier sa réussite, se réapproprier ses actions et surtout travailler le leadership, la confiance en soi et l'estime de soi. Ce sont des bases qui sont incontournables lorsqu'on veut entreprendre. Incontournables. Incontournable. Effectivement, il y a des piliers, il y a des choses. Quelles sont pour toi les armes qu'il faut, les connaissances, les compétences qu'il faut peut-être à l'avance préparer quand on sait qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça ne s'improvise pas. Quelles sont les premières armes que tu recommandes aux femmes de prendre en compte avant de se lancer?
Alors, avant de se lancer, bon, c'est vrai que moi, je suis pas un très bon exemple dans ce sens-là parce que je me suis lancée tête baissée et finalement, j'ai pris le mur. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est vraiment la première chose, c'est d'avoir un mentor dans les affaires. Parce que le mentor, il nous fait gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, il faut se trouver un mentor qui a nos valeurs, qui voit les choses comme nous et qui surtout qui est à un niveau où nous, on veut aller. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième, ça serait vraiment de se former dans le domaine, dans lequel on veut entreprendre. Parce que souvent, on entreprend et on n'a pas les compétences, les qualifications. En gros, si je veux être coiffeuse, ben, je dois passer un CAP. Si je veux entreprendre dans la boulangerie, ben, je dois faire un CAP, etc., etc. Moi, j'ai dû passer des nouvelles certifications, j'ai dû retourner sur les bancs des centres de formation, réapprendre, lire. Donc, c'est vraiment se former. Ça, c'est avoir un mentor, se former. Et la troisième des choses, c'est se préparer psychologiquement. Parce que souvent, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et on n'est pas assez préparé psychologiquement. Et la préparation psychologique inclut le fait d'être entouré des bonnes personnes. Donc, la troisième chose, préparation, mais en s'entourant. JFK disait que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Donc, s'entourer de personnes qui font de l'entrepreneuriat, qui sont aussi entrepreneurs, des clubs, des groupes, etc. Mais aussi s'entourer de collaborateurs, de partenaires, de sponsors, etc. Ce sont des personnes qui vont vraiment nous aider, nous baliser et nous étirer et nous propulser dans notre domaine. Exactement, exactement. D'ailleurs, il me vient à l'esprit une phrase que tu m'avais dit une fois et qui était restée dans mon esprit. Il faut savoir bien s'entourer avec. On a 3 types de personnes auxquelles on doit s'entourer. Et je me souviens que c'était. Oui, c'est vrai. Et tu m'avais dit, les personnes qui sont en dessous de toi, que tu vas les tirer, tu vas les aider. Les personnes qui sont au même niveau que toi, parce que du coup, ils vont t'encourager, parce que tu n'es pas la seule à vivre la même chose. Et les personnes qui sont au-dessus de toi, donc les mentors, les coachs, qui vont te tirer, eux, et qui vont te montrer que voilà, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Et c'est vrai que c'était une phrase qui était restée dans mon esprit parce que c'est une vérité. Honnêtement, au quotidien, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler et que je me rappelle assez régulièrement en me disant « Ah, c'est vrai, en ce moment, je suis pas assez avec les personnes qui sont au-dessus de moi, je suis pas assez avec les personnes qui sont en dessous de moi pour les aider et je suis pas assez avec… » Voilà, c'est un rééquilibrage au quotidien. Toi, quand tu regardes au quotidien, les personnes que tu t'es entourées, comment tu as fait, parce que c'est quelque chose, c'est une qualité chez toi, je trouve. Comment tu as fait pour t'entourer des bonnes personnes? Comment tu fais pour jauger les personnes qu'il faut mettre autour de toi pour pouvoir avancer et évoluer dans ton business? Ok. Alors, c'est vrai que souvent, on me dit ça, on me dit, tu arrives à bien t'entourer. Bon, oui, je reconnais, parce que sinon, ça voudrait dire que je dénigre mes collaborateurs et pas du tout. Effectivement, j'ai des personnes exceptionnelles qui m'entourent. Et je crois qu'en fait, c'est parce que je suis très consciente de ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. En fait, lorsque j'ai, je vais dire, un domaine dans lequel je veux un collaborateur, je sais visualiser la personne, visualiser ses compétences, visualiser ses traits de caractère pour pouvoir trouver quelqu'un qui y répond au plus près que possible. Et je crois que ça fonctionne, hein, puisque la preuve, dans l'équipe, on a des personnes vraiment qui sont extraordinaires, mais c'est vraiment la connaissance du besoin réel. Quel type de collaborateur je veux, avec qui je veux collaborer? Quelles sont les compétences professionnelles de ces personnes? Quelles sont les compétences personnelles aussi? Quel est le caractère des personnes avec qui on va s'entourer, leurs valeurs, leurs principes, leur façon de voir les choses, tu vois? C'est toutes ces choses-là qui font que mais j'attire les bonnes personnes, la loi de l'attraction, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la loi de l'attraction. Après, c'est vrai que je sais en tout cas, ta méthode que je connais, que je sais que tu faut jauger un peu le caractère, parce que c'est vrai que la plupart des gens ont du mal à jauger le caractère et où placer les gens en fonction de leurs compétences. Je sais que tu utilises la méthode 10. Parle-nous un petit peu de cette méthode qui te permet au quotidien de pouvoir mieux comprendre
le caractère des gens et pouvoir du coup manager au mieux tes équipes? Alors, la méthode DISC, c'est juste, je vais reprendre quelque chose, c'est pas le caractère, c'est vraiment le profil de communication, d'accord? C'est quatre types de profils de communication, et en fonction des profils, donc dominant, influent, stable et consciencieux, pour l'acronyme DISC, on a des compétences innées, si je puis dire, et aussi des points à travailler. Et lorsqu'on est vraiment au fait et conscient de quel type de profil de communication on a dans notre équipe, avec nos collaborateurs, on arrive tout de suite à savoir pourquoi ils seront meilleurs et en quoi ils seront moins bons. Et en fonction de ça, on peut les placer au bon poste. Si j'ai un dominant, bah, je sais que c'est quelqu'un qui sera à force de proposition, qui sera leader, qui va résister au stress, et que je peux mettre en coordination des ventes, etc. Et puis, si j'ai un profil stable, plutôt un profil consciencieux, bah, lui, je ne vais pas le mettre là, parce qu'il aura besoin de plus de temps d'implémentation, il n'aime pas travailler sous le stress, et du coup, je vais lui donner plutôt un poste qui aura des tâches vraiment analytiques, parce que là, il sera très bon. Et le fait de connaître vraiment ces profils, d'ailleurs, j'ai fait une certification là-dessus, le fait de connaître ces profils me permet de déjà me connaître moi-même et de comprendre les besoins, parce qu'il y a aussi des besoins, les besoins des personnes qui sont en face de moi et avec qui je travaille. Ouais, c'est une amélioration au quotidien, hein, de pouvoir étudier un peu, de connaître les profils des gens, pouvoir les accompagner, entre guillemets, à s'améliorer, à les tirer, à les étirer dans leurs compétences. Je sais que tu es. Alors moi, je te connais très bien, mais c'est vrai que je sais que tu aimes beaucoup montrer un petit peu l'exemple au niveau du leadership et du management. Pareil, il y a des femmes qui se posent énormément de questions sur comment faire pour développer une équipe, comment faire ça. Et c'est surtout la question, quand le faire? À ton avis, qu'est-ce que tu dirais, que dirais-tu à une femme qui pense que c'est le bon moment pour elle de développer son équipe? Est-ce qu'il y a des questions que tu dis, voilà, là c'est le bon moment, là c'est pas le bon moment? Quelles sont ces questions qu'on doit se poser? Alors, le bon moment pour développer son équipe, c'est le moment tout simplement où on sent qu'il faut le faire. C'est comme, je dirais, c'est comme avoir un enfant, c'est comme acheter un appart. Il y a un moment où on se dit, voilà, c'est là, j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de me marier, etc. Il y a des périodes comme ça qui arrivent, on le sent, c'est dans notre atmosphère. Et pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Moi, j'ai des amis qui ont des sociétés qui font des millions et qui pourtant sont seuls, hein, parce que ce sont des personnes qui sont dans l'infoprenariat et qui gèrent plus ou moins les choses. Après, je crois qu'il faut juste être aligné avec soi en se disant, aujourd'hui, j'ai envie d'une équipe, j'ai envie de déléguer, je sens que c'est le bon moment, je sens que j'ai aussi les finances pour le faire, je sens que j'ai les épaules pour le faire, parce que qui dit développer une équipe dit aussi manager une équipe, dit leader une équipe, dit payer une équipe. Donc, c'est une responsabilité supplémentaire. Et je crois qu'il y a un process. Il y a un process. Après, ce que je dis, c'est viable pour nos business, mais pour quelqu'un qui veut ouvrir un salon de coiffure, par exemple, elle sera obligée de développer une équipe tout de suite, parce qu'il lui faudra certainement un deuxième coiffeur ou un coloriste ou une réceptionniste. Donc, ça dépend aussi du business, parce qu'il y a des business qui vont demander qu'on ouvre tout de suite et qu'on ouvre tout de suite avec une équipe. Mais je pense qu'il faut vraiment attendre le bon moment et l'alignement avec soi, parce que le fait d'avoir une équipe fait qu'on a une charge en plus, une casquette en plus, une casquette de coach, une casquette de manager, une casquette de leader, et ça, il va falloir vraiment dealer avec. Donc, il faut avoir les épaules. Faut avoir les épaules, c'est une sacrée charge mentale. D'ailleurs, en termes de charge mentale, c'est un terme qui revient souvent quand on parle d'entrepreneuriat féminin et même de femmes de manière générale, hein, sans entreprendre. Est-ce que tu as
est-ce que tu as déjà rencontré des femmes qui rencontrent ce problème? Je suppose que oui. Et comment conseillerais-tu ces femmes qui sentent qu'elles ont une surcharge mentale? Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, la charge mentale, c'est quand on accumule en fait une espèce de to-do list dans sa tête et qu'on a du mal à gérer en fait toutes ces choses parce que on accumule sans jamais poser sur le papier, sans jamais avoir une espèce de to-do et de priorisation des éléments. Quel est le conseil que tu donnerais à ces femmes? Parce qu'il y en a beaucoup qui rencontrent cette problématique-là. Alors, effectivement, comme tu as dit, des femmes qui ont des to-do list dans la tête, j'en connais plein. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été victime de la to-do list à rallonge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, quand il sort une tâche, en gros, quand j'écris une tâche, le cerveau va estimer que cette tâche-là a été faite. Donc, la première chose que je conseille, c'est d'écrire. En gros, quand je pense à quelque chose, ben toi, tu le sais bien parce que tu travailles avec moi, je le sors tout de suite de mon cerveau. Soit je le dis tout de suite à l'équipe, soit je fais un mail, soit je fais un message, soit je mets dans ma to-do list. Comme ça, mon cerveau, je le libère. Je lui laisse de la place. C'est comme un ordinateur. J'essaie de stocker le moins d'informations. Ah, il faut que j'aille, il faut que je fasse ça, il faut que je récupère ça, il faut que je lise ça, X, Y, Z. Donc, je note tout ou dès que ça me vient, je dis à la personne concernée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je travaille avec mes clientes ou celles que je mentor ou celles que je coach ou celles que je forme. Je travaille avec elles sur la base de la matrice d'Eisenhower et je leur dis, faites d'abord les choses urgentes et importantes. Et tout le reste, on va gérer, non urgente, non importante, urgente, non importante, non importante, urgente, etc., etc., etc. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir, après, prioriser et aussi de pouvoir déléguer. Voilà. Et je dis toujours aux gens, si moi j'ai un hôpital, en plus le cas est chiant, puisqu'on est vraiment dans ce cas, c'est si moi j'ai un hôpital et que mes urgences sont dépassées, je ne vais pas prendre les urgences des autres. Voilà, je vais d'abord travailler sur mes urgences. Je vais d'abord prendre mes patients avant de pouvoir travailler sur les urgences des autres hôpitaux. Et c'est la même chose. Si j'ai des urgences, priorité à mes urgences. Je ne vais pas prendre les urgences de X, Y et Z pour mettre dans mon panier. Et ça, c'est aussi le propre de la femme, de toujours avoir plein d'urgences. Non, tout n'est pas urgent. Donc ça, il faut aussi lâcher prise. Ça, c'est la dernière étape, c'est le lâcher prise, parce que souvent, on a tendance, parce qu'on a été moulé, il faut être la bonne ménagère, la bonne femme, la bonne maman, la bonne épouse, la bonne amie, le bon entrepreneur. Et on a toutes ces casquettes qui viennent des fois nous étouffer. Et ce que je dis, c'est lâcher prise, accepter que vous n'êtes pas parfaite, accepter que il y a des fois, des soirs, vous allez rentrer et que vous n'aurez pas envie de faire la vaisselle si vous n'avez pas de la vaisselle, vous n'aurez pas envie de ranger parce que vous êtes épuisé, que vous le ferez demain. Et c'est pas un souci. Le but, c'est vraiment de lâcher prise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, avec les enfants, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, je dois faire ça, je dois faire ça. On souffle. Alors, il y a des choses qu'on peut déléguer. Et il y a des choses qu'on fera plus tard, c'est pas grave. Voilà. Effectivement, c'est vrai que cette tendance à être, je crois que ça s'appelle le syndrome de la bonne élève ou quelque chose comme ça. C'est vrai que de vouloir tout faire parfaitement, c'est un petit peu le propre des femmes. Hein. On veut tout bien faire comme Wonder Woman. On veut avoir une vie pro parfaite, avoir une vie perso parfaite, faire son boulot parfaitement. C'est à chaque fois, c'est une pression énorme qu'on se met. Voilà, pareil. Parfois, même moi, hein, je ressens ça assez régulièrement. Comment toi, tu arrives à gérer ça? Parce que tu as énormément de choses à gérer. Comment tu arrives à compartimenter ton esprit pour arriver à résister au niveau de stress que demande d'avoir plusieurs entreprises, parce que tu en as plusieurs, hein, je le rappelle, et le fait d'avoir des équipes, d'avoir plusieurs projets en cours. Comment tu fais pour gérer tout ce stress? Je priorise. Je priorise, comme j'ai dit, matrice d'Eisenhower, je priorise. Et ensuite, au-delà de prioriser, comme je dis, j'accepte que je ne suis pas parfaite. Ça, c'est la première chose. Donc, je priorise, j'accepte que je ne suis pas parfaite. Et surtout, je déconnecte mon émotionnel de mon business. Et ça, c'est très difficile quand on est une femme. Je déconnecte mon émotionnel de mon business. En gros, s'il y a quelque chose
qui ne marche pas comme je veux, je ne vais pas être en dépression parce que ça ne marche pas. En gros, si je me suis dit, je vais lancer une nouvelle formation et qu'elle n'a pas marché, je me déconnecte de l'échec, et je vais me dire, OK, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Est-ce qu'on n'avait pas la bonne cible? Est-ce que c'était trop cher? Est-ce que c'était pas assez cher? Est-ce qu'on n'a pas fait assez de pub? Est-ce que les visuels n'étaient pas beaux, etc., etc. C'est ce qui va me permettre de pouvoir gérer toutes ces émotions. Et puis, il y a une dernière chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça aussi, j'ai une certification dessus. C'est la capacité à comprendre ces émotions, à les percevoir et à les gérer. Effectivement, c'est vrai que le fait de déconnecter l'émotionnel du rationnel, voilà, on se recentre sur les chiffres, on se recentre sur les résultats. Ça permet, voilà, de désolidariser déjà le fait que on se culpabilise, on n'a pas réussi, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, mais également du coup de se concentrer également sur les résultats et de voir comment on peut s'améliorer, comment on peut améliorer voilà, un objectif qu'on s'était fixé, comment mettre en place des outils. Généralement, comment tu fais pour pouvoir voilà, définir, voilà, quels sont les chiffres clés, par exemple, que tu dis, voilà, mes KPI, mes chiffres clés de réussite d'un business, d'un projet, comment tu fais pour pouvoir les définir? Parce que c'est vrai que je sais que tu étais très chiffres. Comment fais-tu pour définir un peu ces chiffres-là? Alors, tu parles des chiffres quoi, de rentabilité, etc., etc. De rentabilité, par exemple, tu as un nouveau projet, je sais que tu as toute une méthode, tu dis, bon, ok, ce projet, il va coûter tant, il va faire ça. Je sais que tu es très, 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 très rapide à ce niveau-là. Comment fais-tu? Alors, oui, c'est vrai qu'après, j'ai 7 ans d'études scientifiques dans les pattes. Donc, forcément, je suis très cartésienne et j'ai un esprit qui a besoin des chiffres. Sinon, je ne comprends pas. En gros, si tu me parles, comme aujourd'hui, j'ai demandé un devis pour une stratégie YouTube et elle m'a donné un prix et pour moi, ça ne parle pas. En fait, un prix, ça ne parle pas s'il n'y a pas toute une réflexion derrière ce prix. Et comment je fais? Je prends en compte tout ce qui va intervenir, toutes les personnes humaines qui vont intervenir, tous les besoins matériels. Je liste toutes les ressources dont j'aurai besoin pour ce projet. Et ensuite, ça va me permettre de trouver, donc j'ajoute bien sûr les taxes, les impôts, tout ce que je paye, et ça va me permettre ensuite, je sais pas si c'est, on va dire, allez, un livre que je veux sortir, je vais mettre combien va me coûter le graphiste, le relecteur, l'écriture, l'imprimeur, la livraison, et je vais diviser par le nombre de livres que je souhaite vendre, et ça va me donner le prix de vente du livre. Voilà, et je vais me dire, si on vend moins de tant de livres, ça ne sera pas rentable. Donc, si on veut vendre, je ne sais pas, 3000 livres pour être best-seller et pour avoir une rentabilité, du coup, il va falloir qu'on fasse telle et telle action. Voilà. Et il y a toute une réflexion stratégique derrière, des actions publicitaires, des actions commerciales, marketing, des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources intellectuelles dont j'aurai besoin pour faire le calcul final. Effectivement, ouais, ça demande toujours de préparer un peu le terrain, aussi de définir quels sont nos objectifs, quels sont financiers, mais également nos objectifs pour l'entreprise, la marque, mais également quelle est la cible. C'est vrai que la plupart des entrepreneurs, hein, femmes ou hommes confondus, hein, c'est quelque chose qui est déjà assez compliqué, mais c'est définir une stratégie un peu globale aussi. Comment tu définis tes stratégies? Quelles sont que sont ces bases en fait qui permettent de dire voilà, ça c'est une bonne stratégie, le nez qui fait pour te dire ça c'est une bonne stratégie, ça c'est pas une bonne stratégie. Je sais qu'au quotidien c'est quelque chose où tu as le nez. Moi je dis ça comme ça, hein, c'est le nez. Tu as le nez pour déceler en fait des opportunités business que d'autres n'auraient pas vues, mais aussi des opportunités qui vont fonctionner là où d'autres tu diras ah non ça fonctionnera pas. Quelle est ta méthode? Pareillement, comment définis-tu ça? Alors, je dirais que c'est le nez, oui, mais c'est beaucoup l'audace, en fait. C'est beaucoup l'audace parce que c'est un mot qui me caractérise. C'est l'audace de se dire, allez, on le fait, on minimise, on mesure le risque, on le minimise et après on y va. Et puis, si ça marche pas, comme j'ai dit, même si j'ai tout calculé, si ça marche pas, parce que ça arrive, hein, on n'a pas la science infuse, il y a des fois où ça marche pas. Et c'est de se dire, si ça marche pas,
on va prendre de l'expérience, tout simplement. Mais c'est vraiment l'audace. C'est vraiment l'audace qui me caractérise. C'est de se dire, OK, même si personne ne l'a jamais fait, on fait les calculs, on minimise le risque et on y va. On y va. C'est comme ça qu'on a été à la Martinique, c'est comme ça qu'on a été à New York, c'est comme ça qu'on a été à la Réunion, c'est comme ça qu'on a fait, on a fait énormément d'événements à travers le monde. Et c'est l'audace, en fait. On a été à l'audace. On a été à l'audace. Il y a des moments où on dormait à 4 dans une chambre, etc. Mais on a été à l'audace, tout simplement. Et c'est ce qui a fait, après, la réputation de femme libère ton potentiel. Mais moi, je dis que quand on est entrepreneur, il faut être audacieux. C'est l'une des qualités premières d'un entrepreneur. C'est l'audace. Un entrepreneur qui n'est pas audacieux, il aura du mal à se faire une place dans cette cour où nous sommes vraiment nombreux. Comment je mets ma stratégie? Je regarde ce qui se fait sur le marché, je regarde ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui a été fait, et après j'active la touche audace de mon cerveau et j'y vais. Ok, c'est vrai que j'aime bien cette petite touche audace, comme tu dis. Je crois que c'est toi aussi qui m'avais dit, entre deux projets, je me dis, surtout quand tu as un projet, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai le pire à perdre si jamais ça fonctionne pas, et quel est le mieux que je peux tirer de ce projet en fait si ça réussit. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je me redis assez souvent. Je me dis voilà, le pire qui puisse arriver, qu'est-ce que ce serait, et le meilleur qui puisse arriver, qu'est-ce que ce serait. Je pense que c'est déjà peut-être une bonne base, mais peut-être aussi voilà, quel est le secret de ton feu, de ton audace? Parce que c'est vrai que beaucoup de femmes aussi ont peut-être pas forcément un manque de confiance en soi, mais pas forcément voilà, cette audace de pouvoir, voilà, par exemple, parcourir le monde, d'entreprendre, de faire autant de choses. Qu'est-ce qui t'est dit, voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir une vie ordinaire, comme tu dis si bien, j'ai pas envie d'avoir une vie ordinaire, j'ai envie d'avoir une vie extraordinaire. Quel a été le départ de ce feu? En fait, le départ de ce feu que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment le fait de ne pas me sentir à ma place, de me dire, mais mince, et si j'étais en train de courir dans le mauvais couloir, quoi? Et si j'étais à côté? C'est vraiment l'histoire de la boule d'angoisse qu'on a quand on va au travail, de se dire, mais attends, il y a un truc qui cloche là. C'est comme l'histoire de la Matrix, quoi. Il y a un truc qui cloche. C'est pas ma place, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Et en fait, c'était la recherche mais c'est où cet endroit-là? L'endroit où je dois être, c'est où? Il est où cet endroit? Et c'est là où je me suis dit, je vais faire une pause et je vais réfléchir. Quel est ce feu qui m'anime? C'est comme ça que j'ai commencé avec l'aide C'était des cours, en fait. J'ai commencé avec des cours maths, physique, chimie, etc., etc. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et puis après, comme j'ai dit, j'ai été audacieuse. J'ai été plus loin. Mais en fait, ce qui fait que j'ai ce feu, c'est que je suis vraiment en accord avec mes dons et mes talents et ma passion. En fait, j'ai fait de ma passion un métier. Et c'est ce qui fait que je ne suis pas fatiguée, même si je me suis réveillée à 8 heures et que je me couche à 2-3 heures, je serai toujours en feu parce que je suis alignée avec moi-même. Je suis alignée avec moi-même. Je suis alignée avec mes dons. Je suis alignée avec mes talents. Et il y a quelque chose que je raconte toujours, c'est que lorsque j'étais à l'école, lorsque j'étais en primaire, lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, il y a quelque chose qu'on me reprochait toujours, c'est le bavardage incessant, intempestif. Il y a des fois, on me mettait dehors et on me disait, mais Mademoiselle Alama, vous êtes excellente à l'école, vous avez des bons résultats, cependant ils sont entachés par votre bavardage intempestif. C'est insupportable, vous parlez trop. Et c'est vrai qu'avec les capacités intellectuelles que j'avais, j'arrivais à finir plus ou moins vite, surtout dans les petites classes, lorsque j'étais en primaire. Et du coup, je parlais. Et en fait, il y avait déjà ce feu de la parole, ce feu de la transmission, ce feu de l'aide, parce que des fois, j'aidais les autres, allez, fais comme ça, c'est ça la réponse. Et du coup, je me suis rendu compte, en grandissant, que j'avais été moulée, j'avais été programmée dans quelque chose de scientifique. Alors, Dieu merci, mon cerveau suivait, mais en fait, j'étais faite pour parler, j'étais faite pour transmettre, j'étais faite pour accompagner, pour mentorer, pour leader, pour coacher. Et lorsque on est connecté
à ses dons, on est connecté à son soi intérieur, on est connecté à ses talents, forcément, c'est plus facile de se développer. C'est plus facile de le faire et c'est plus facile de garder ce feu parce que c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui me dévore de l'intérieur. C'est dans les tripes. Et on en vient à cette zone de génie, du coup, cette fameuse zone de génie où, où personne ne peut nous rattraper parce que justement, on est tellement dans quelque chose qu'on est censé faire, on est vraiment à sa place. Du coup, on arrive à faire les choses avec facilité, avec aisance, et c'est au quotidien, on n'a pas l'impression de travailler. Est-ce que c'est ça qu'il faut rechercher? Comment réussir à trouver en fait cette zone de génie? Pour ceux qui ne connaissent pas la zone de génie, hein, c'est pas juste des choses qu'on sait faire ou quelque chose qu'on peut faire. C'est vraiment quelque chose que non seulement on sait faire, que dont les gens ont besoin, mais qu'en plus c'est quelque chose où d'autres ne peuvent pas faire comme vous en fait. Montre-nous un petit peu comment tu fais pour déceler, parce que je sais que tu as aussi ce nez pour déceler cette zone de génie chez les autres et leur dire, bah voilà, c'est ça que tu devrais faire, c'est ça que tu devrais faire. Comment tu fais pour arriver à déceler ça chez les gens ou même s'auto-diagnostiquer et voir comment on fait pour définir cette zone de génie? Alors souvent, c'est au travers de questions très simples. Hein. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais tout le temps avec facilité? Revenir dans son enfance. Comme moi, j'ai dit, je parlais beaucoup. Des choses comme ça. Et puis l'audit, j'ai un petit document avec des questions et je demande à mes clients, je leur dis, allez poser ces questions aux 5 personnes les plus proches de vous. Ça peut être le mari ou la femme. Hein. Ça peut être la maman, le papa, la belle famille, la meilleure amie, le meilleur ami. Posez aux 5 personnes qui vous fréquentent le plus, que vous fréquentez le plus, c'est 20 questions, 15 questions. Et du coup, ça leur permet de trouver. Il y a aussi l'ikigai qui est intéressant comme exercice. Après, j'ai donné aussi cet exercice à mes clientes, mais c'est toujours assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les autres nous confirment ce qu'on a trouvé dans l'ikigai. Parce que l'ikigai, on le fait soi-même, mais avec les questions de l'audit social, les autres nous confirment ou nous infirment. Parce que des fois, on a une vision biaisée de nous-mêmes en se disant peut-être que je suis bonne pour ça. Moi, j'étais persuadée que j'étais bonne pour la science. Alors, j'avais de bons résultats, c'est vrai, mais c'était ma zone d'excellence, c'était pas ma zone de génie. C'était une zone où j'étais bonne, une zone où j'excellais, oui, j'excellais, j'avais de bons résultats, j'ai eu mes diplômes, j'étais toujours parmi les 5 premiers jusqu'au collège, au lycée. J'étais dans l'élite, tout simplement, mais c'était pas ma zone de génie. Et là, il y a quelque chose c'est léger, c'est différent. Et vous voyez, si j'avais fait cet exercice de l'audit social au lycée, ben, je pense que j'aurais tout de suite décelé que j'étais faite pour autre chose. Parce que lorsque je suis arrivée au point de femme libérateur potentielle, mes amis m'ont dit, mais c'est tellement plus toi. C'est tellement plus toi. C'est plus toi. Naturel. C'est plus toi. C'est plus toi. Donc, fou, hein. C'est vraiment… donc, l'ikigai et l'audit social, ce sont des choses qui permettent vraiment de déceler cette zone et de pouvoir travailler dans cette zone. Ouais. Donc, c'est incroyable. Hein. On aurait pu déjà déceler en fait ton futur rien qu'en allant regarder un peu les notes des professeurs en disant trop bavarde. Trop bavarde. C'est une piste. C'était une piste en tout cas dans ton cas. Regardez un petit peu retournez en arrière, regardez un petit peu tout ça, voyez un petit peu, faites l'exercice qu'Aurélie vous propose. Je suis sûre que vous allez avoir de belles surprises histoire de ne pas avoir comme l'autruche, la tête dans le sable et essayer de vous dire c'est ça en fait. Non, regardez un peu autour de vous, au-delà de votre propre vision. Vous allez voir, vous allez avoir de jolies surprises. Alors je vois que tout le monde un peu réagit par rapport à ce que tu dis. Apparemment, tu es très inspirante. c'est comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Alors, on va quand même toucher à la fin de notre live. Ce que je vous propose, parce que je sais qu'Aurélie, on a un projet en commun et je pense que je vais déjà… D'ailleurs, je vais l'afficher comme ça, vous allez voir un petit peu. On a un projet en commun. Je pense que ça devrait vous intéresser. C'est une formation certifiante sur les réseaux sociaux, sur le digital. Je pense que ça va pas mal vous intéresser. Aurélie, je te laisse un petit peu parler de ce fameux projet. Alors, ce fameux projet, comment il m'est venu? Il m'est venu tout simplement parce que j'ai énormément de clientes et clients
Et on est à l'heure tout simplement du digital avec le Covid, avec la crise sanitaire, économique. Je n'ai aucune idée de quand on sortira de cette crise. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le digital, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir. Et quel que soit le business que vous avez, il y a toujours une possibilité d'avoir une porte d'entrée via le digital. Et moi, et je crois que je peux parler en notre nom à toutes les deux, Kelly aussi, on a eu un boom extraordinaire de notre activité sur 2020. 2020, ça a été la meilleure année de mon business, tout simplement parce que on a su comprendre comprendre le digital, comprendre l'arme. C'est vraiment une arme vraiment, j'allais dire destruction massive, mais en fait, non, sinon, ça veut dire que c'est destructeur, mais c'est vraiment de la bombe, si on peut dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser en tant qu'entrepreneur en 2020, 2021. C'est le digital, c'est l'avenir. On ne peut pas passer à côté. Et j'ai beaucoup de clientes qui viennent, qui me demandent des stratégies, mais qui, finalement, ont mal entamé, ont mal amorcé leur présence, leur début sur les réseaux sociaux. Et lorsque je fais l'audit, lorsque je regarde leur réseau, leur page, il n'y a pas de stratégie de communication parce qu'elles n'ont pas compris les réseaux sociaux. Elles n'ont pas compris qu'elles n'étaient peut-être pas sur le bon réseau. Elles n'ont pas compris comment marchent les réseaux. Elles n'ont pas compris l'algorithme. Cette semaine, j'avais une cliente qui me disait, oui, mes ventes sur Facebook ont diminué parce qu'elles ne savaient pas que les algorithmes avaient bougé il y a quelques semaines. Et tout ça, on l'a mis dans une formation qui est certifiante. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez un certificat et elle est éligible au CPF. Donc, vous pouvez utiliser vos congés de formation, professionnelle de formation pour pouvoir la suivre. Et elle va être sur 3 jours de 9h à 17h en e-learning. Voilà, avec Kelly et moi en intervenant sur ces 3 jours. Effectivement, on a décelé ça, on a vu vraiment le digital, c'est l'avenir. L'année 2020, ça a été vraiment une explosion pour le digital. C'est devenu non plus quelque chose d'optionnel, c'est devenu entre guillemets, non pas obligatoire, mais indispensable, incontournable. Exactement. Pour pouvoir développer son business, avoir sa visibilité, avoir un business qui est que en physique, ça devient très compliqué et c'est même périlleux en ce moment. D'où beaucoup d'interrogations qu'on a constatées, Aurélie, que ce soit de ton côté, que ce soit de mon côté, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes également pour certains business. Et là, le but, c'est vraiment de se former, de maîtriser un petit peu, même si vous déléguez après derrière certaines choses, comme les réseaux sociaux, on a tendance parfois à déléguer quand on n'en a pas le temps. Mais avant de déléguer, il faut déjà maîtriser, savoir, comprendre, analyser et voir un petit peu, par exemple, pour ta cliente qui disait, je comprends pas, mes ventes ont chuté sur Facebook, c'est de connaître un petit peu ces notions d'algorithme, ces notions de comment on fait pour mieux vendre au final, grâce au digital. Exactement, exactement. Exactement. Et c'est comme ça que nous est venue la dite formation. Voilà. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse le lien dans le chat, puisque je vois que vous posez la question. Je vous le mets. Je ne vois pas les commentaires, parce que du coup, je sais pas, je vois pas. Moi, je les vois de mon côté. Alors, du coup, je les ajoute. Du coup, voilà, tac. Je vous affiche également à l'écran, comme ça, vous verrez, pour ceux qui demandent. Hop là. Donc, voilà, comme ça, vous avez l'information aussi bien dans le chat que sur la messagerie LinkedIn. Comme ça, vous voyez, pour ceux qui m'ont envoyé le message, vous le voyez sur la messagerie groupée. N'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'on va toucher à la fin de notre live. Mais n'hésitez pas, posez-nous vos questions. C'est le moment de poser toutes vos questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat féminin, également sur la formation, comment on y accède. Alors, c'est très simple. Vous allez avoir rendez-vous avec Charlène, qui est notre... que tout le monde adore à chaque fois. On n'a que des bons retours. Apparemment, elle est de très, très bons conseils. Elle va vous guider, elle va vous guider au mieux afin de vous montrer quelles sont la meilleure direction à prendre en fonction de votre cas particulier. Vous êtes tous uniques, donc
voilà, en fonction de ça, vous aurez un rendez-vous. Donc, c'est offert, hein, c'est offert. C'est un rendez-vous d'à peu près 15 minutes que vous avez avec Charlène qui va vous guider, va vous conseiller. Et voilà, si jamais on voit que c'est un besoin que vous avez de vous former au digital, eh bien, Charlène va vous diriger au mieux. Je ne sais pas si tu as des choses Non, à ajouter. à ajouter, non, je crois que tu as tout dit. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais non, je crois que tu as bien résumé les choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Alors bien entendu, hein, ce live est exclusivement diffusé sur LinkedIn. Ne vous inquiétez pas si jamais vous avez raté un petit bout. Je vois qu'il y a certains qui m'envoient un message en me disant j'ai raté un petit bout. Pas de panique, vous l'aurez encore en diffusion sur le feed LinkedIn et sur mon profil. Et je vais vous le repartager dans le groupe de façon à ce que vous puissiez y accéder durant les quelques prochains jours et que vous puissiez continuer à poser vos questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, même si vous regardez cette vidéo après, puisque j'y répondrai. Et si jamais vous avez des questions pour Aurélie, je transmettrai et Aurélie y répondra également avec plaisir, j'en suis sûre. Alors, nous allons terminer ce live. Hein. Si je vois qu'on n'a pas trop de questions pour la fin, on va clôturer ce live. Je vous remercie de tout cœur d'avoir participé à ce live, que vous le voyez en direct, que vous le voyez en replay. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon, là, c'était mercredi exceptionnellement, mais normalement, c'est le jeudi. Hein. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi pour notre live hebdomadaire. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, ciao, bye. Bye.